Notre invitée en plateau, Muriel Domenac, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne Bonjour. ambassadrice de France à l'OTAN de 2019 à 2024. Vous êtes actuellement membre du conseil des laboratoires d'idées Globsec. Vous travaillez également à l'ECFR, c'est bien cela. D'abord, est-ce que vous êtes surprise par la chaise vide laissée par Poutine? C'est lui qui avait proposé la rencontre. Est-ce que c'était couru d'avance, son absence? Oui, Poutine, d'une certaine manière, a surjoué ses cartes. Il est tombé dans le piège que lui-même avait cherché à tendre à Zelensky. Et il ne vient pas rencontrer Zelensky à Istanbul. Zelensky qui, lui, a très bien joué en prenant le président Trump au mot sur la proposition d'un cessez-le-feu, en jouant habilement avec les Européens sur un dispositif en 2 temps, cessez-le-feu avant des négociations de paix et des garanties de sécurité. Un plan qui est soutenu par un levier américano-européen avec la menace de sanctions supplémentaires envers la Russie et sa flotte fantôme. Voilà, donc on a un Poutine qui a surjoué sa main, un Zelensky qui a appris à gérer Trump, des Européens qui sont revenus dans le jeu, et donc une balle aujourd'hui revenue, je dirais, dans le camp de la Russie, qui joue un peu en défensive, en cherchant en fait à reprendre à Istanbul le processus de négociation d'Istanbul en 2022, qui est inacceptable. Donc c'est de la séquence qui va s'ouvrir tout à l'heure à Istanbul. On ne sait même pas si Zelensky fera le déplacement. Là, il est actuellement à Ankara avec le président Erdogan. La Turquie est plutôt confiante, hein, je le disais dans les titres. Le président turc, là, veut jouer une carte de médiateur qu'il a déjà joué auparavant. Est-ce que ça peut marcher ? Oui, il y a 3 réunions en Turquie. Donc aujourd'hui, il y a cette réunion russo-ukrainienne d'Istanbul où les Russes envoient une délégation technique. Il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Antalya. Et il y a donc cette réunion bilatérale de Zelensky avec Erdogan à Ankara. Et donc, d'une certaine manière, toutes les routes mènent à la Turquie. Et c'est ce que veut faire valoir le président Erdogan, qui traverse des difficultés internes sur le terrain économique. Et puis, la population accepte mal que le maire d'Istanbul ait été placé en détention. Et donc, il a d'autant plus intérêt à apparaître comme le médiateur. Alors, c'est là que c'est intéressant. On voit que Zelensky, très habilement, non seulement a réussi à prendre le président Trump au mot sur des négociations finalement avec la Russie, non seulement il a réussi à mobiliser les Européens, et les Européens aussi d'ailleurs ont réussi à le faire, à l'amener à gérer Trump habilement. Il a réussi à ce que Lula, le président brésilien, appelle Poutine pour l'encourager à venir à Istanbul. Et Zelensky est en train de mobiliser Erdogan, qui lui-même donc a intérêt pour des raisons internes à apparaître comme le médiateur. Et donc, en fait, l'entrée d'un 3e homme fort avec l'ego conseil, etc., dans le jeu, avec son intérêt propre, Erdogan, à un accord, ça peut aider l'Ukraine. Sur quoi est-ce que les Ukrainiens peuvent faire des concessions parce qu'ils semblent être obligés, parce qu'ils sont notamment sur le terrain de guerre en position de faiblesse. Est-ce que d'abord ils sont obligés de faire des concessions pour mettre fin à la guerre avec Poutine? Et sur quoi? Ce que les Européens et d'ailleurs les Américains, puisque on a réussi à raccrocher les Américains à un plan cessez-le-feu avant des négociations et menaces de sanctions si la Russie ne joue pas le jeu. Donc, ce que l'Ukraine est prête à faire, c'est de parler, mais pas de parler sous la mitraille. Donc, je dirais, pour un pays agressé, le fait d'arriver d'accepter de parler en se montrant ouvert à une négociation. Mais ça peut être quoi? Parce que, par exemple, Trump dit la Crimée restera russe. Est-ce que les Ukrainiens sont prêts à aller jusque-là?
Honnêtement, je crois qu'aucun d'entre nous, anciens diplomates ou actuels diplomates, nous prononcerons sur ce que l'Ukraine peut ou doit accepter. Ce qui est évident, c'est qu'il n'acceptera pas de négociations, y compris sur le volet territorial, sans un cessez-le-feu durable, vérifiable, préalable. Parce que, vous voyez, dans les négociations d'Istanbul, il y avait plusieurs pièges. Et c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce matin à Antalya. D'abord, il n'y avait pas de cessez-le-feu. Ensuite, il y avait un renvoi sur les territoires à... on en reparlera dans 10 ans, donc c'est-à-dire en fait le fait accompli. Et troisièmement, il y avait une démilitarisation de l'Ukraine. Et alors ça, ou une quasi-démilitarisation de l'Ukraine. Et ça, c'est essentiel. Hein. C'est-à-dire que c'est l'inverse qu'on doit faire. Hein. Ce serait une impasse que de négocier sans cesser le feu, d'accepter le fait accompli territorial, hein, et troisièmement, une démilitarisation de l'Ukraine, parce qu'en fait, ce serait escalatoire pour ceux, y compris nous, qui sommes prêts à garantir la sécurité de l'Ukraine, et ça encouragerait en fait la Russie à reprendre l'offensive. Donc, trop tôt pour entrer dans le fond de la négociation. De toute façon, elle n'a pas commencé, et elle ne commencera pas tant que le président Poutine restera sur ses objectifs d'entrer dans le conflit. Vous voyez, c'est vraiment ça le problème fondamental. Il a des exigences maximalistes, puisqu'il veut revenir, dit-il, sur les causes profondes du conflit, et notamment sur le retour des frontières de 99 pour l'OTAN. On parlait du sommet aujourd'hui à Antalya. Ça veut dire que là, c'est la sécurité européenne aussi qui est mise en cause. Oui, c'est là qu'il faut prendre Poutine au mot. C'est-à-dire que Poutine n'a pas changé d'objectif depuis le début de la guerre. Et d'ailleurs, il parle des causes profondes de la guerre depuis 2022. Ces causes profondes dans son esprit, c'est deux choses principalement. Un, c'est l'élargissement de l'OTAN, tout simplement, avec ce récit a posteriori de la promesse non tenue, avec le mythe que l'élargissement de l'OTAN constitue une menace pour la Russie. Bon, pour mémoire, avant l'agression de l'Ukraine en 2022, l'OTAN avait 6000 forces hors exercice sur le flanc oriental, soit 100 fois moins que l'URSS avant la chute du mur, hein, qui avait près de 600 000 troupes dans les ex-démocraties populaires. Donc, si vous voulez, l'OTAN avec 6 000 constituait pas une menace sérieuse pour un pays comme la Russie. Par ailleurs, aucune promesse n'avait été faite à la Russie, même Mikhail Gorbatchev l'a dit. Voilà, donc c'est vraiment un discours a posteriori. C'est le premier volet de ce que Poutine appelle les causes profondes de la guerre. En réalité, ce qu'il veut, c'est une discussion qui revienne sur cet élargissement pour pousser les intérêts de la Russie dans la sécurité européenne et probablement exercer une pression sur d'autres pays européens qui sont nos alliés. Le point fondamental qui reste insupportable pour Poutine, c'est que l'Ukraine soit libre, démocratique, viable et souveraine. Et c'est finalement le sens, je dirais le double sens, le deuxième sens de cette délégation qu'on dit technique qui est arrivée à Istanbul, mais qui est en fait dirigée par Medinsky, qui est un conseiller de Poutine, donc d'assez faible niveau, ancien ministre de la Culture, oui, et surtout propagandiste de l'Ukraine soviétique. Il est né en Ukraine soviétique, il a fait un manuel d'histoire révisionniste sur l'Ukraine, et donc c'est vraiment un idéologue en chef de ce narratif sur l'Ukraine à dénazifier, etc. Et au fond, les causes profondes de la guerre et les objectifs que poursuit Poutine, c'est de revenir sur l'élargissement de l'OTAN et donc d'exercer une pression sur nos alliés, et c'est une Ukraine vassalisée avec un Zelensky renversé par un homme de Moscou. Et c'est ça le sens de la délégation dirigée par Medinsky à Istanbul. C'est Poutine n'est pas prêt à négocier. 2, il n'a pas changé d'objectif. Et 3, il veut à tout prix renverser Zelensky et revenir à l'ordre de sécurité d'avant l'élargissement de l'OTAN. Poutine n'est pas prêt à négocier, sauf que c'est lui qui a proposé ces négociations.
Oui, parce qu'il y a une espèce de poker menteur, c'est un peu donc ce que vous c'est un disiez, message, c'est un message adressé aux Américains, mais il ne fallait pas le croire. Entre mafieux, il ne faut pas fâcher son parrain. Et donc ces hommes forts, ils ont entre eux aussi un exercice de sauvetage de face, de face saving comme on dit en anglais. Et donc Poutine ne veut pas opposer un nom franc à Trump. Zelensky, de son côté, a joué très habilement en disant Poutine veut des négociations, des discussions directes, j'y vais moi-même. Sauf que Poutine, en fait, n'est pas prêt pour de vrai à parler. Donc tout le jeu consiste pour Poutine à essayer d'avancer ses pions, mais sans entrer dans une vraie discussion. Là, il est un peu sur la défensive. Est-ce qu'on peut croire Donald Trump? Est-ce que les Européens peuvent continuer à s'appuyer sur lui? Vous disiez que maintenant, on s'aligne finalement, nous les Européens et les Américains, sur un cessez-le-feu, puis sur des négociations. Mais on a le sentiment quand même que Donald Trump reste une girouette. Il le dit, pour que ça avance, il faut que je retrouve Poutine. Est-ce que le vent va retourner une nouvelle fois? Alors, il y a des constantes et voilà. Et il n'aime pas être joué ou bien qu'il apparaisse qu'il a été joué. Et là, quand même, Poutine lui fait pas une bonne manière en jouant la politique de la chaise vide. Trump le voit bien. C'est la raison pour laquelle il prend lui-même Poutine au mot en disant qu'il est prêt à le voir. Mais ce que les Européens, et là vraiment les Français y sont pour beaucoup, ont réussi à faire, c'est remonter le courant après la réunion terrible du bureau ovale et à imposer à la fois les Ukrainiens et les Européens à la table. Aujourd'hui, c'est très clair que les Européens, avec les Américains, ont proposé un plan de paix qui est accepté, une séquence de discussion qui est acceptée par les Ukrainiens, et ce sont les Russes qui la refusent. Une dernière question sur l'Ukraine. Comment est-ce que vous voyez sur le moyen terme l'évolution de la situation? Est-ce que Poutine signera un accord sous la pression de Trump? Ce que Poutine cherche, en fait, c'est à attirer les Américains dans une discussion bilatérale qui sorte les Ukrainiens et les Européens. En gros, mis sous tutelle de l'Ukraine, et de renégociation de l'ordre de sécurité européen. Mais là où il surjoue ses cartes, c'est qu'il a cru que Trump, d'un certain côté, était dans sa poche. C'est pas si simple que ça. Vous savez, il y a plusieurs formats de négociation avec Trump. Il y a le format Corée du Nord où il s'est lassé. Il y a le format accord avec les talibans où il a tout lâché. Et en fait, le ton ne joue pas forcément pour les Russes. Les Russes ne gagnent pas tant que ça sur le terrain. Les Ukrainiens souffrent, mais ils perdent moins de force. Et ils ont réussi à livrer avec les drones une guerre défensive efficace. Et le ton gagné où l'Ukraine tient, c'est du temps pour nous, Européens, pour nous réarmer, ce que nous devons faire face à une menace russe qui est là pour durer. Merci beaucoup Muriel Domenach d'avoir accepté notre invitation, ancienne ambassadrice de France à l'OTAN de 2019 à 2024, et on écoutera